Bla 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 bla. Bla 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 bla. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Alright! Allô, allô? Yeah. Yeah, you want to say something? Non, c'était juste aussi. Jumping, flying so high on the borderline, with her. Bonjour Brad, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation et Merci. l'interview de l'escargot. On va commencer avec la première question. Est-ce que tu aimes les escargots? J'adore les escargots. Je ne les mange pas très souvent, c'est assez cher dans les restaurants et ça prend du temps à les faire chez soi. Bon, pas vraiment, mais oui, mais j'adore surtout le beurre de l'escargot, ce qu'on fait, le beurre. Le truc à l'ail, là, le oui, truc voilà. infâme qui sont super mauvais. Ah oui, Et ta boisson favorite? c'est le vin. Le vin? Oui, D'accord. c'est une des raisons que j'adore vivre en France, c'est pour tous les grands vins qu'il y a, mais aussi surtout les petits vins aussi, parce que je ne bois pas tous les grands vins. On peut se permettre ici de boire du vin tous les jours. Mhm. Et alors tu habites en France et à Paris depuis quand? Comme ça, tu vas savoir que je suis vraiment un homme Cro-Magnon depuis 1983. Ok. Ouais. Septembre 83, donc ça fait 34 ans exactement. Peut-être vers cette même date. D'accord. Ouais. Excellent. Ouais. Mais tu es d'où à l'origine? Toronto, Canada. Toronto, Oui. Canada. Et en fait, je suis venu ici pour apprendre le français Mhm. parce que là-bas, je pouvais pas, c'était beaucoup plus difficile. Mhm. À Montréal, dès qu'on entend l'accent Mhm. anglais, les francophones, ils parlent en anglais. Ah. Et ici, c'est pas le même problème. Il n'y a pas ce problème, effectivement. Ouais. D'accord. C'était aussi parce qu'en fait, quand j'étais à l'université à Toronto, au Canada, j'ai essayé sans le savoir à vivre une vie dans le style français, c'est-à-dire le bon vin, le fromage, les bons repas. J'ai essayé de faire ça, mais c'était très très cher. Je savais même pas que c'était une vie à la française. Et en venant ici, je découvre que c'était comme ça et que ça coûtait une fraction de ce que ça coûtait au Canada, le vin, le fromage et tout ça. D'accord. C'était même interdit le bon fromage au Canada. Oui, c'est vrai. Au lait cru. Bon, ok. Comment est-ce que tu définirais ton style de musique? Je dis toujours rock, folk, blues, pop. Mais voilà. Mais c'est un peu dans la lignée quand même de Bob Dylan, peut-être Neil Young, de ce style-là. Ta chanson Borderline tourne sur la web radio d'Escargot. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les circonstances, quand tu l'as composée, pourquoi, comment? Est-ce que ça évoque des souvenirs particuliers pour toi? C'était une chanson sur une copine folle, dont le mot borderline. D'accord. Mais comme je dis très souvent sur scène quand je fais cette chanson, moi je devais être fou aussi pour être avec elle. En fait, j'ai voulu aussi dans la chanson, j'ai voulu utiliser le mot borderline aussi pour ne pas nécessairement que celui qui écoute la chanson sache tout de suite que c'est sur une personne folle. Mm-hmm. C'était aussi, donc je parle d'être on the borderline, sur le borderline. Fil du rasoir. Oui. Et aussi, mais ce que je trouve, pour moi, ce qui était intéressant, en plus, ce qui était bizarre, c'est que j'étais toujours en relation, dans cette relation, quand j'ai écrit la chanson. Mm-hmm. Et ça devait durer peut-être 1 an de plus, minimum. Non, je sais pas. Et
Donc, je savais déjà que la relation était impossible. Mhm. Et j'écrivais la chanson dans un état de peine énorme et dans une situation sur une relation impossible, avec des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Et comme la vie des borderline. Et en fait, mais par contre, là, dans la composition, ce qui m'a plu, ce qui m'a donné du plaisir, c'est que aujourd'hui, il y a une partie de la chanson que les gens, quand je le fais sur scène, que les gens aiment beaucoup. Et c'est la partie où je fais ce truc comme ça. Et en fait, quand j'ai écrit la chanson, j'ai écrit les paroles, j'ai écrit la musique, et il n'y avait pas ça. Et je me suis dit, il faut quelque chose. Il y a un problème, il n'est pas encore fini. Il y a un problème avec la chanson, il faut quelque chose. Et tout d'un coup, je ne sais pas comment, mais j'ai découvert With Her, ce truc. Et dans ma tête, j'ai dit, ah, c'est parfait, c'est la folle. Voilà, c'est un peu la description de la relation et la personne. Voilà. Et en fait, cette partie-là, les gens se souviennent de ça, et le chant, etc. Donc c'était... ce qui est intéressant, c'est que celle-là a eu beaucoup de succès sur scène, en live. Et j'ai fait une vidéo sur cette chanson qui a presque le moins de vues de toutes mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es allé à l'open mic de l'Escargot, à la vieille époque à Bonne Nouvelle? Je pense que je me souviens de la première fois, oui. Et c'était, justement, je me souviens du contraste de la première fois et de la dernière fois à cet endroit. Et la première fois, je me suis demandé dans quoi j'entre là, parce que c'était une agence de voyage, rez-de-chaussée, les lumières fermées, tout petit. On descend les escaliers, donc là on rentre et je dis qu'est-ce que c'est ça? On descend les escaliers. Tout d'un coup, on est dans un cave absolument magnifique, vraiment superbe, comme il faut pour les scènes ouvertes. Mais par contre, quand même, c'était très basique. Il y avait à peine un système son, ou même pas. Et il y avait les gens qui étaient assis n'importe où, d'un côté de la salle, et de l'autre côté, il y avait les spectateurs. Une chaise pour jouer. Et je pense que j'étais assez nerveux quand même parce que c'était tellement intime. Et je me souviens que j'étais assis assez bas sur une chaise et jouer, c'était pas très confortable. Par contre, l'environnement, le feeling, les gens et tout était absolument magnifique. C'était cette intimité, c'était quelque chose. Et justement, c'est ça ce qui a fait l'endroit. C'est les gens, l'atmosphère, et surtout les gens et les musiciens qui sont venus et revenus. Ouais. Et puis la dernière fois, ça avait développé tellement, parce qu'il y avait peut-être 5 personnes la première fois. C'était tout petit. La dernière fois, c'était plein à craquer, des chaises, la scène a bougé de place, il y avait un système son, tout ce qui pourrait être critiqué, mais en fait, critiquable dans le sens de l'intimité, mais ça restait intime. Ça restait intime, c'était avec les mêmes gens, il y avait un bar après, c'était devenu en fait comme une vraie scène ouverte, mais en gardant l'intimité du début. Avec une vraie qualité d'écoute des spectateurs qui existe toujours aujourd'hui. Oui. Maintenant, pour vous, l'escargot underground web radio. Back to music. On revient à la musique. À quelle époque, quand est-ce que tu as commencé en fait à faire de la musique? Pourquoi? Comment? Dans quelles circonstances? Bon, encore une histoire, comment dire, préhistorique. Et parfois, j'ai honte d'en parler,
Mais récemment, j'ai mis quelque chose sur mon blog où j'ai découvert, j'ai compris quelque chose de ses origines et qui m'ont senti un peu fier. En fait, en tant qu'enfant, dans les années 60, j'avais l'âge exactement ce qu'il fallait pour regarder et écouter les Monkees, The Monkees. Mhm. Et moi, j'étais donc fan de The Monkees, ce programme télévisuel de télévision où ils ont créé un groupe de rock d'après les Beatles et qui a été créé pour un programme de télévision, mais qui a pris une vie à lui propre, le groupe. Et en fait, j'étais tellement fan que j'ai commencé la musique, à jouer la guitare. J'avais 8 ans. J'ai commencé à jouer la guitare. J'ai voulu faire tout comme les Monkees. J'ai voulu avoir un poupée de ventriloque dans ma chambre, comme ils avaient. Je voulais faire le monocycle comme ils faisaient. Par contre, eux, ils ne savaient pas le faire. Il y avait des petites roues de tricherie derrière ce groupe. Je voulais faire... le star pour moi, c'était Mike Nesmith, qui avait un chapeau en woolen hat avec des sideburns, je ne sais pas ce que c'est. Un bonnet avec des pattes, oui. Et ma mère m'a construit le même bonnet avec les cheveux de Nesmith qui sortaient, c'était le chapeau et les cheveux. Par contre, elle n'a pas mis les pattes. Alors, à chaque fois que j'étais allé faire couper mes cheveux, j'ai dit, laissez les pattes. Alors, j'avais des cheveux qui tombaient comme ça. Et donc, je les ai imités. Et en fait, c'était ma vie. C'était ma vie. Après, je termine l'histoire parce que j'ai commencé la musique. J'ai commencé le monocycle, le jonglerie, le ventriloque et tout ça. Ça, c'était à 8 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré un mec qui avait fondé un cirque. Et il a vu tous mes talents, il a dit, je veux que tu sois dans mon cirque. C'est exactement ce que je cherche. Après, j'ai découvert que c'est le mec qui, dans une autre vie, avait envoyé Mike Nesmith à l'audition pour le programme des Monkees. C'était un ami, il avait envoyé Mike Nesmith et Stephen Stills. Stills était rejeté, Nesmith était pris. Donc, le mec qui a envoyé Nesmith pour le programme récolte, 10 ans après, un mec pour son cirque grâce à Nesmith et les Monkees. C'était bizarre. Mais voilà. Excellent. Excellent. Est-ce que... comment dire, quel artiste est-ce que tu considères comme une influence majeure dans ta musique? Ouais. Est-ce que c'est eux ou est-ce que... Non. Justement, c'est pour ça que je Ça, parle c'était le point d'être de départ, embarrassé. ouais. Mais en fait, j'ai plus embarrassé parce que Nesmith vient de sortir un livre sur sa vie et c'est très intéressant. Le mec, il est intelligent, il a fait des choses incroyables, notamment les premières vidéos rock et tout ça. Bon. Non, après, donc, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'ai découvert véritablement toutes les musiques. Et c'était surtout, donc, en fait, c'était tout. C'était éclectique, c'était absolument tout. J'avais mon phase folk, avec Incredible String Band, avec tous les Irlandais, Écossais, etc. Il y avait Bob Dylan, surtout Bob Dylan, l'un des plus grandes influences. Neil Young, bien sûr, mais je chante aucun de ses chansons. Mais j'avais aussi mon période progressive rock. Et donc, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson, tous ces gens. J'avais des phases, mais pour moi, c'était toute la musique des années 70 et après 80, 90, ça n'a jamais arrêté. J'étais jamais influencé vraiment par un seul artiste. C'était toute la gamme, mais c'était vraiment tout. Sauf black metal. Par contre, Led Zeppelin, j'étais fan totalement. Je me souviens le mois que j'ai acheté le Houses of the Holy et Dark Side of the Moon le même mois parce qu'ils sont sortis le même mois en 73 mars. Et je me suis mis entre mes deux grandes baffes à écouter Dark Side of the Moon pour la première fois et c'était époustouflant. Mais bon, voilà. Je parle trop. Hein. Non. Ok. Non, c'est bien. Tu as des choses intéressantes à dire, Okay. donc on a envie de les entendre. Quel est ton livre préféré? Ah, ça, c'est pareil. C'est parce que j'ai une vie d'écrivain et de journaliste et en fait, je n'ai pas de livre préféré. C'était une lecture aussi éclectique que la musique
parce que j'adore découvrir tout. Il y avait une époque où c'était James Joyce, Ulysses. D'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Ulysses Induced, qui est l'histoire de quelqu'un qui a découvert la première édition d'Ulysse et qui n'a jamais pu écrire quoi que ce soit après parce que c'était le livre trop grandiose qui définissait la littérature, etc. Mais donc, la littérature, mais j'aime aussi le polar. Et il y avait une période où j'écrivais pas mal sur les polars et j'ai écrit des nouvelles polars qui ont été publiées et tout. Voilà, donc, tout. Ouais. Alors, même réponse pour ton film préféré? Ah, film, ouais, film, film, il y a des films, non, il y a des films préférés quand même, Ouais. mais c'est des choses, en général, c'est des films qui ont à voir avec la musique aussi, comme The Commitments, ce film irlandais. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus aussi, parce qu'un jour, j'étais en Malaisie en train de couvrir un Grand Prix de Formule 1, écrire sur ça, et je faisais chercher des scènes ouvertes à faire. Et j'ai assisté au Hard Rock Café d'une scène de quelqu'un de la Formule 1 qui avait un groupe. Et dans le groupe, comme invité, il y avait le joueur de saxophone de The Commitments. Ok, excellent. Et c'était son 40e, le jeune. Et c'était son 40e anniversaire. Et on a passé la nuit à boire de la bière et parler de la musique et tout ça. Commitments, film musical, et même des choses comme Diva de Ben X, qui est avec la chanteuse d'opéra. Il y a un coursier, un postier qui adore cette chanteuse d'opéra et qui se trouve dans une histoire de criminel. Superbe. J'adore les films qui tournent autour de la musique, en fait. C'est 37 degrés le matin, c'est français, mais c'est pas musical, mais j'adore. Comment est-ce que tu composes généralement tes chansons? En général, et c'est complètement différent que l'écriture que je fais ailleurs. Peut-être c'est une honte, mais ailleurs, je suis très discipliné. Et j'ai toujours dit qu'il faut écrire tous les jours. Et l'inspiration vient après quand ça veut. Pour la musique et pour les chansons, en fait, j'écris presque que quand il y a l'inspiration. Quelque chose que je dois vraiment dire quelque chose. L'inspiration ne vient pas toujours, mais je sens que je dois dire quelque chose, je dois écrire. Et que c'est le seul moyen de laisser échapper ce que je dois faire, ce que je dois dire. En général, dans les meilleures conditions et la meilleure situation, celui que j'aime le plus, en fait, je mange mon dîner, j'ai mon vin de dîner, après je m'enferme et je me mets sur le divan, j'attends, je joue sur la guitare un peu. Et je pense que les chansons qui ont marché le mieux, c'est ceux où la musique, la mélodie et les paroles viennent en même temps. D'accord. Et ça vient un peu de je ne sais pas où, la mélodie et les paroles, et ça vient ensemble. En général, j'ai une idée principale qui vient avec les paroles et la mélodie, et je fais un verset. Après, je cherche un refrain, et après un pont. Et un peu comme un truc, c'est assez classique. Et par contre, je cherche un verset, et après, je fais tout ça. Et parfois, l'idée dans les paroles serait la première idée, et je dis, ok, je mets les autres paroles au fur et à mesure, c'est pas le plus important, il faut la structure de la chanson. Et puis après, je mets les paroles dans la même lignée du premier verset. Donc, il y a une sorte en général, c'est comme ça que ça se passe. Ça m'est arrivé déjà d'écrire les paroles en premier et la musique après, mais en général, c'est pas le meilleur. Ouais. Tu composes donc généralement seul ou est-ce que tu peux oui. composer aussi en groupe? Non, mais je compose seul, mais après, par exemple, quand j'ai fait mon CD,
j'ai travaillé avec les musiciens du Mhm. groupe. Et ça, bien sûr, il y a tout l'arrangement et tout le reste. Et il y a des choses qui ont été même carrément composées et rajoutées Mhm. dans le studio et dans les répétitions D'accord. avant. Donc, mais la première, donc la base, le bassline, L'ossature, le squelette, c'est... oui, voilà, c'est ouais. ce que je fais avec la guitare D'accord. et la voix chez moi. Et après, oui, je compte sur les autres pour élargir. D'ailleurs, je me souviens que on m'avait dit, il y avait une critique qui était faite par un des musiciens qui ont dit, ben, je sais pas ce que tu veux exactement, tu dis pas ce que tu veux assez, Ouais, peut-être tu ouais. peux être plus expressif. Directif, ouais. Ouais, et oui, et je dis, mais je veux qu'on fait ce qu'on veut, hein, et que je dis, c'est bon ce qu'on fait, c'est bon, je continue. Et en fait, j'étais très content parce que eux, ils ont rajouté pas mal de bonnes idées dans le. Ils ont pu amener leur grain de sel. Ouais, ouais, Leur, ouais. yes. Et combien d'albums ou combien de chansons est-ce que tu as enregistré jusqu'ici? Mais les vrais enregistrements, j'en ai fait que ce disque, hein, qui est 10 chansons. Mhm. Mais j'ai assez pour faire un deuxième D'accord. maintenant, mais c'est pas encore enregistré. Je dois avoir, c'est pas énorme, hein, je dois avoir 30, 30, 30, 40 chansons Mhm. à moi. Je parle pas des reprises, juste mes compositions. Mhm. Par contre, j'ai des compositions, et d'ailleurs sur le CD, parce que ma vie a été en deux parties pour ça. Mhm. Oui, vas-y. Ouais. Parce que donc il y avait cette période, donc tant que donc, enfant, j'écris une chanson même enfant, mais dans mes années 15 à 22, où j'ai écrit des chansons, Mhm. et puis là, j'ai arrêté tout, j'ai arrêté tout ce que je faisais pour le showbiz. J'ai dit, j'arrête, je deviens écrivain. Donc Mhm. j'ai arrêté le jonglerie, le monocycle, toutes ces choses du Monkeys. Mhm. Et l'acteur et la musique, tout j'ai arrêté. À 22 ans, je suis devenu étudiant à l'université, et puis je suis devenu journaliste et j'ai fait. Par contre, une chose que je ne pouvais pas arrêter véritablement, c'était de jouer la guitare chez moi Mhm. et de chanter. Donc, je le faisais entre les moments d'écriture chez moi. Par contre, c'était chez moi, chez moi, chez moi. Je ne me suis jamais mis les pieds sur scène pendant presque 30 ans. Mhm. Mais j'ai écrit beaucoup de chansons de cette période-là que je chante de temps en temps aujourd'hui. Et la dernière chanson du disque, c'est une chanson que j'ai écrite à 16-17 ans. Et tous les autres sont d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et j'ai repris sur scène à 50 ans. D'accord. Et là, j'ai commencé à réécrire. Il y avait cette période où je n'ai pas arrêté d'essayer d'écrire des chansons, mais pendant presque 30 ans, j'ai jamais terminé une chanson. Mhm. Je pouvais pas. Et quand finalement, à 50 ans, j'avais une vraie raison à écrire des chansons, un vrai besoin, mais vrai, fort, un jour, je dis, je sais pourquoi je pense que je sais pourquoi je n'ai pas pu terminer une chanson pendant 30 ans. C'est parce que je voulais être Bob Dylan. Je voulais être Bruce Springsteen. Je voulais avoir des choses trop complexes. Et je dis, fais simple, fais simple, fais simple, le plus simple possible. Et là, j'ai terminé la première chanson que j'ai appelée It's Easy. Et c'était It's easy to go up these stairs, it's easy to do this, it's easy to do that, but how am I ever going to fall out of love with you? Et j'ai terminé la chanson. Et celui d'après, j'ai décidé que je pouvais être un peu plus compliqué. Mhm. Mais il y a ce truc que Pete Seeger a dit sur, je pense, Bob Dylan et Hank Williams. Il a dit, n'importe quel idiot peut être compliqué. Il faut un génie pour être simple. Donc, moi, je ne dis pas que je suis génie, mais je vise la simplicité.
Est-ce que donc tu joues de la guitare? Est-ce que tu joues d'autres instruments? Non. Non. J'ai jamais osé. Une fois, j'ai essayé. Une fois, mes enfants m'ont donné un ukulélé sans savoir que je n'aime pas le ukulélé. Et, mais une fois récemment, quelqu'un avait dans un bar un ukulélé et il n'y avait aucune guitare et j'étais désespérément voulu jouer. Et j'ai trouvé sur mon iPhone les équivalences entre les accords ukulélé et guitare. Et j'ai pu jouer des chansons, quelques chansons sur le ukulélé. Et ça m'a mis le goût à la bouche. Okay. Bon, je pense pas. Yes. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô? Yeah. Brad, quel est l'artiste qui récemment t'a le plus marqué, impressionné? Une découverte un petit peu récente là, où t'as fait waouh, ça c'est quelque chose. Yeah. Bah, en fait, j'ai découvert assez tard Ryan Adams, que j'adore, Ryan Adams, et sa chanson que je fais maintenant. En fait, c'était un collègue journaliste qui m'avait vu chanter, qui adore Ryan Adams et surtout cette chanson. Il m'a suggéré que je devais chanter la chanson. Et ça a pris au moins un an. J'ai écouté, j'ai adoré et j'ai voulu le faire. C'est le nom m'échappe. Comme Pick Me Up. Comme Pick Me Up. Et pendant un an, de temps en temps, j'ai essayé et j'ai dit, mais je ne peux pas faire cette chanson, je ne sais pas pourquoi. Et sur Internet, j'ai finalement découvert qu'en fait, il fallait mettre le capot sur le 3e fret. Et j'étais en train d'essayer. Ça a tout changé. Mais bon, j'aime Ryan Adams beaucoup. Ouais, c'est une chose. On va parler de live music. Tu te produis régulièrement sur scène, en live? À quelle fréquence? Bah, un peu moins ces derniers temps. Mais avant, oui, 2-3 fois par semaine, mais c'était surtout les scènes ouvertes. Les scènes ouvertes. Je faisais des gigs quand ça me prenait et c'était aussi... En fait, ce que j'adore avec les scènes ouvertes, c'est le fait qu'on peut décider sur le coup, ok, j'irai ou pas. Ouais. Et les concerts... Hein? Pas de pression, ouais. Oui. Pas de pression pour les invités et tout ça. Et les concerts dans les bars, le problème c'est qu'il faut avoir, le public qui vient, inviter tous les amis, etc. Et donc c'était juste plus compliqué. Par contre, j'adore faire des gigs avec tout un groupe, les scènes ouvertes aussi, quand c'est ski jam. Ouais. Et quel est ton endroit préféré pour jouer de la musique? Paris. Donc, les scènes ouvertes. Aujourd'hui, ça change tout le temps parce que les scènes ouvertes changent tout le temps. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, récemment, j'ai découvert une scène ouverte qui a explosé très rapidement et c'est devenu une sorte de scene. C'est le Rush Bar. Ouais. Le Rush Bar. Et j'ai eu en fait des retours là-dessus pendant plusieurs mois. Et ça a commencé peut-être au mois de février cette année, seulement. Et en rien de temps, c'est devenu énorme. Et moi, j'ai entendu des échos de la part de gens que je connais au Texas, à Austin, de la part de lecteurs de mon blog qui m'ont écrit j'aime bien ta liste de guides des scènes ouvertes à Paris, mais il n'y a pas de Rush Bar. Etc. Et j'ai eu une autre personne qui était quelqu'un qui avait fait qui m'avait vu jouer dans une scène ouverte, Lizard Lounge, il y a plusieurs années, qui m'a contacté pour dire il faut que tu viennes au Rush Bar, c'est cool, c'est comme... Et en fait, ce qui est bien, c'est que justement, il y a le bar est parfait pour ça, petit, intime,
On peut sortir dehors pour parler ou rester à l'intérieur pour écouter. Les gens qui viennent sont cool. Les gens écoutent la musique. Le mec qui présente est fabuleux. Et le manager du bar adore la musique et la scène ouverte. Il y a tous les ingrédients. Il y a un vrai respect des musiciens. Oui, Une oui. qualité d'écoute Ouais. qui est un petit peu aussi ce qu'on trouve à l'open Escargot. mic de l'escargot. Ouais, Absolument. Les Ouais. gens sont là pour Ouais. écouter. Qu'est-ce que tu penses du public parisien et est-ce qu'il est différent des autres publics que tu as pu rencontrer autour du monde? En fait, la première fois, donc quand je suis retourné jouer dans les scènes ouvertes à 50 ans, cette année-là, c'était après la saison de Formule 1, c'était donc novembre, et tout l'hiver, j'étais à Paris en train de découvrir les scènes ouvertes. Et puis, j'ai débuté en Australie, à Melbourne, à faire une scène ouverte tout de suite après. Donc, pour mon premier voyage international, à faire une scène ouverte ailleurs que Paris. Et j'ai joué cette scène à Melbourne, c'était le premier que j'ai fait. Ils étaient tellement silencieux, le public, tellement silencieux, j'ai eu peur. Et je me suis dit, mais waouh, les Australiens, ils sont silencieux, respectueux, à l'écoute. Paris, c'est blablabla, bla, 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 on s'en fiche, on parle. Certaines scènes, c'est horrible. Le jour après, je suis dans une autre scène ouverte à Melbourne. Et je dis, faut pas avoir des conclusions trop vite. Parce que c'était comme à Paris. Blablabla. Donc, en fait, je trouve, et j'ai joué maintenant dans plus de 30 pays, et j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas une grande différence dans le monde en ce qui concerne les spectateurs. C'est l'endroit, c'est la scène, c'est la situation, etc. Mais en général, et justement, c'était une chose qui était magnifique, c'était d'aller au Japon, en Chine, Malaisie, Brésil, partout, et de pouvoir voir quelle chanson à moi marche le mieux dans chaque endroit. Et en général, la chanson qui marche à Paris marche ailleurs, en Chine, au Japon, de la même manière. En général, il n'y a pas de différence. Donc, ce qui est magnifique, justement parce que au Japon, il y a un problème de communication avec quand tu ne connais pas le japonais. Et la première fois que j'ai joué là-bas, et moi j'ai toujours eu des problèmes, il y a des codes, etc. On ne sait pas comment communiquer. Et la première fois que j'étais sur scène, des murs sont tombés, il y avait une communication, on parlait la même langue quand je jouais avec un groupe. Tout de suite, je sors de la scène et problème de communication encore. Donc la musique, c'est une cliché, mais c'est vraiment la langue internationale. Et ça touche les gens et les spectateurs sont quasiment pareils partout. Qu'est-ce que tu penses de la scène parisienne en général, la scène live parisienne Il a changé. Il y avait une époque, quand j'ai recommencé à Paris, en 2008, il y avait un peu la fin d'une période de Baby Rockers. Et donc, il y avait, notamment la première scène à Paris que j'ai fait, je suis tombé dans le centre de cette scène. Il y avait des gens, tous les groupes de Baby Rockers, c'était le Lizard Lounge, mais le lundi, avec Earl Holmes, qui était le mec qui avait créé le shebeen dans les années 2004. Et donc, il y avait la fin de ce mouvement, mais il y avait donc tous les groupes on les voyait à, comment il s'appelle, le Taratata. Il y avait Brooklyn, le groupe Brooklyn. Il y avait le Baby Brun, comment ça s'appelle? Non, Bébé Brun. Bébé Brune. Les bébés brunes. Et comme bébé.
Et en fait, il y avait toutes les groupes, j'oublie leur nom maintenant, et eux, ils venaient tous les lundis soirs jouer dans la scène ouverte. Mais on les voyait aussi à la télé, ils vendaient des disques, il y avait des groupes rock and roll, donc les albums étaient, comment il s'appelle, le mec de la mode, avec comme ça, le truc, l'allemand Lagerfeld qui a pris les photos de leur album. C'était un grand mouvement rock 2004, 5, 6, 7, 8, 8 voilà, et ça c'est terminé. Mais donc, entre les scènes ouvertes, il y avait ces gens, pas du tout ma génération, mais c'était très cool, il y avait une sorte de scene. Aujourd'hui, et même si c'était baby rock, c'était cool. Aujourd'hui, cette scène est passée. Je trouve pas une scène cohésive, une cohésion, je sais pas. Il n'y a pas de cohésion entre les... Ouais. Et là, il y avait plusieurs scènes et il y avait un truc, il y avait la création à l'époque, un mouvement. Aujourd'hui, c'est plus ça. Bon, ceci dit, comme j'ai dit, c'était pas du tout ma génération, mais j'ai trouvé ça chouette d'observer et une inspiration aussi de voir comment ces jeunes gens, en 2 années, créent leur groupe et vont de rien du tout à quelque chose. Mais sont partis aussi rapidement. Maintenant, pour vous, l'escargot underground web radio. On va parler un petit peu de ta vie. Ok, comme si on ne l'a pas déjà fait. Où est-ce que tu as grandi et le type d'éducation que tu as eu? J'ai agrandi, donc j'étais né à Toronto et j'étais resté à Toronto, à Thornhill, juste à l'extérieur de Toronto, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et de 14 à 18 ans, j'étais à Ottawa. Et je peux en même temps remercier et condamner, je pense, Ottawa, parce que c'est la capitale du Canada, mais c'est une ville pour des vieux. C'est ennuyant comme tout. Alors, avoir 15, 16, 17 ans à Ottawa et avoir un cerveau qui cherche quelque chose dans le monde créatif ou autre, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Alors, je parle aussi dans les années 70. Donc, il y a la drogue et tout le reste qu'on peut atterrir dedans sans aucun problème. Et c'est pas toujours très facile à sortir. Par contre, justement, donc, je peux remercier le fait que je suis tombé dans une situation assez merdique pour dire qu'il fallait après retrouver le moyen de sortir. Donc, moi, j'ai quitté l'école high school. J'ai essayé d'échapper à la famille high school à 17 ans. Après, j'ai vu Toronto, j'étais dans une situation horrible dans la rue. Je suis revenu tout de suite et 1 an après, I ran away to join the circus. Et en fait, j'ai quitté chez moi pour travailler dans un cirque. Et ça faisait partie de la réhabilitation de moi. Et j'ai fait 3 ans de showbiz. À Toronto, à New York, j'ai fait le cirque, j'ai fait la télévision, j'ai fait des publicités à la télé, j'ai fait des petits rôles dans des films. Et puis, j'ai vécu à Londres aussi à la recherche de devenir acteur et je suis devenu en fait barman dans le Théâtre National en Angleterre. D'accord. Et ce qui est arrivé là, et aussi, ça par contre, c'était avant 4 mois dans la rue avec ma guitare à jouer en tant que busker pour vivre dans un hôtel avec 5 personnes dans la même chambre. Donc à 19 ans. Et j'ai finalement eu mon travail de barman et j'étais mis après dans le green room qui est pour les acteurs. Et c'est là où j'ai vu la vraie vie d'acteur. Il y avait les plus grands acteurs de l'époque, Albert Finney,
il y avait Ralph Richardson, John Gielgud, tous les grands acteurs. Il y avait Harold Pinter, il y avait David Mamet, tous ces gens que j'ai servis en tant que barman. Mais j'ai vu la vraie vie d'acteur, j'ai dit, c'est pas pour moi. Et à la même époque, j'ai découvert la littérature, j'ai décidé d'écrire et devenir un écrivain. Et j'ai voulu écrire la fiction, mais aussi le journalisme et tout. Et je suis retourné au Canada. Non, je suis passé par l'Iran. Et j'étais dans l'Iran en 77, pendant la Révolution, le début, 78, le début de la Révolution, juste qui a terminé en janvier 79. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment dit, OK, le monde est tellement... Il y a tellement de possibilités que le monde s'effondre, que dans quelques mois, avec une révolution ou autre, guerre, etc., j'ai la chance avoir vécu dans un pays comme le Canada. Je suis retourné au Canada, j'ai fait mes études à l'université. J'ai commencé mes études. Et comme je n'avais pas terminé le high school, après, c'est compliqué, mais finalement, je suis repassé par l'Afrique pour faire des études avec mon père, qui avait un travail au Kenya. J'ai passé 1 an là avec un tuteur, retourné au Canada, faire mes études à l'Université de Toronto. Après, je suis venu à Paris, je suis devenu journaliste et voilà, basta. Ok. Désolé, oui. Où est-ce que tu habites à Paris? Maintenant, j'habite à Agnières-sur-Seine. Agnières-sur-Seine. Ouais. Mais j'habitais dans le 13e, pas loin de là où on est en train de faire cette interview, à 2 stations de métro, à Chevaleret, en face de la morgue de l'hôpital, la mauvaise sortie de l'hôpital. Et ma chambre, la fenêtre de mon bureau et chambre était vue sur la morgue. Donc, d'accord. Tu vois les cadavres passer toute la journée. J'ai écrit des choses macabres. Voilà. Et après, la vie est devenue plus civilisée en vivant à Agnières avec mes 2 enfants. Yes. Maintenant, pour vous, l'escargot Web Radio. Allô, allô? Yeah. Brad, est-ce qu'il y a d'autres domaines artistiques dans lesquels tu t'exprimes ou c'est juste la musique? Non, oui, l'écriture, toujours. Donc, j'écris des fictions. Je travaille sur des projets de livres. D'ailleurs, je travaille sur un livre sur ma première année autour du monde dans les scènes ouvertes. Aussi, je suis en train de monter un film documentaire sur les scènes ouvertes. Et j'ai trouvé que, en fait, parce qu'au début dans ma vie, je voulais être dans le cinéma, et ça, mais le fait, et même peut-être faire des films, mais le fait qu'il fallait mettre ensemble toute une équipe pour ça, et avoir beaucoup d'argent me gênait. Et aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on peut faire soi-même son film. J'appelle ça mon no-budget film. Pas low-budget film, mais mon no-budget. Mais voilà. Et je fais toujours un peu de jonglerie, je fais mon musique, voilà. Excellent. Et tu as le temps d'avoir des hobbies en dehors de tout ça? J'adore le jeu d'échecs. Je joue. Je suis l'un des pires joueurs d'échecs du monde. Mon fils avait un grand talent aux échecs. Et moi, je suis absolument nul. Et bizarrement, c'est la première fois de ma vie que j'aime faire quelque chose dans lequel je suis nul. Et je regarde les grands matchs et tout ça aussi sur Internet. Et qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petit? En fait, il y avait une très grande partie de ma vie, à part rockstar, à part ça, à part acteur et tout ça, il y avait quand même une période assez longue, 4 ans, où je voulais être astronaute. Okay. J'étais allé voir la fusée lancée vers la Lune en 69. Okay. Mais après, j'étais dans les cadettes de l'air. C'était une sorte de Airos machin pour les enfants, les jeunes. J'avais 13 ans.
J'ai cassé et il fallait être dans l'Air Force, l'armée de l'air, pour devenir astronaute. Et j'ai cassé ma jambe en skiant. Et après, on m'a complètement écrasé pour la marche que je ne pouvais plus faire pendant une période de la marche. Et j'ai haï l'armée de l'air, j'ai arrêté ça et mes rêves d'être astronaute. Quel est le job le plus étrange que tu as fait dans ta vie? Le job le plus étrange, parce que j'ai fait pas mal de jobs. J'ai travaillé dans une station d'essence, j'ai nettoyé les... Ah oui, je sais, ok. J'étais un mousse. Comment ça s'appelle? Un orignal, je crois. Oui, avec Ou un élan. Élan, Ouais. comme un élan, mais ouais. grand, le Ouais. plus grand élan, à la télé, dans un programme de musique. Et j'ai couru dans un champ de cows, Des vaches. de vaches. Et en fait, le costume, c'était pas à ma taille, donc mes pieds, en fait, étaient nus. Et bon, courir dans un truc de vache avec des pieds nus, c'est pas très intelligent. Et je suis tombé sur la merde des vaches devant la caméra, mais j'étais bien payé. Excellent. Deux dernières questions avant de parler de tes projets en ce moment. Qu'est-ce qui te rend heureux? Ma copine, Mhm. on est là. Mhm. Et juste, en fait, travailler sur mes projets. Ouais, d'accord. Ouais, mon film, ma musique. Être sur scène et chanter et sentir que ça va bien, qu'on est en train de toucher les gens, ça, c'est une sensation absolument sublime. Tout à fait. Quelle est la question à laquelle tu aurais aimé répondre et que nous ne t'avons pas posée? Ah, on a presque tout touché là. C'est la carte Joker, ça. Ouais. Parler de ton album, peut-être? Ouais, l'album, ouais. Mhm. C'est que pourquoi j'ai repris la musique? J'ai repris la musique parce que quand j'avais 50 ans, ma femme avec qui j'étais pendant 24 ans est décédée, Mhm. avec 43. Mhm. Et c'était à partir de là où je me suis dit, c'est tout ce qu'il y a dans la vie, c'est tout, parce que j'ai vu sa vie de 19 ans à 43 et j'ai dit, c'est tout. Et je dis, ok, désormais, je vis pleinement, Ouais. plus d'excuses. Profiter de la vie. Profiter, c'est des clichés, mais désormais, je me lève le matin, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Non, j'ai le temps, j'ai la possibilité, je suis là. Mhm. Et il faut en profiter, il faut faire, il faut oser, il faut... Voilà. Et c'est ça après, à 22 ans, j'ai arrêté la musique et tous les trucs de showbiz parce que je voulais être écrivain. À 50, j'ai dit, on ne peut pas contrôler quoi que ce soit. J'aime chanter, j'aime jouer. La vie, on peut tout faire. Ouais. Ou au moins essayer. Excellent. Tes projets musicaux d'ici la fin de l'année D'ici la fin de l'année, non, Ouais. mais je voudrais faire un autre disque. Je veux faire un autre disque d'autres chansons que je n'ai pas encore enregistrées, mais j'aimerais vraiment bien faire un disque de reprise, mais Mhm. bien fait, avec groupe et tout. On n'entend personne aujourd'hui faire des reprises comme ça, dont les gens qui sont pas connus, les gens, ils veulent toujours vendre leur CD. Mhm. Moi, en tant qu'inconnu total, je préférais j'aimerais bien faire un disque de reprises, les reprises que je fais à ma manière. Et ça je trouverais que ça serait quelque chose de cool à faire. Bon, quand ça sort, on en parlera sur la web TV de l'Escargot. Brad, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette interview. On mettra sous la vidéo, hein, vous allez regarder en dessous, le lien vers ton blog, puisque tu Oui. parles de tous les open mic du monde entier. D'ailleurs, peut-être qu'on te réinvitera pour parler de tout ça plus en détail la prochaine fois. Ok. Et voilà, merci Ok. beaucoup. Mais merci à toi et à vous, l'escargot.
Superbe idée. Long live l'escargot. Yes. Ok. Leaping, jumping, flying so high on the borderline, with her. Followed her blindly, she took his side. Followed her right on through the night, down the twisted lanes of love, till her blessed from above.